MSC Croisières, la compagnie qui vous invite à découvrir le monde en grand, vous présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, mes amis, il n'y a pas d'endroit au monde où l'on peut respirer plus librement que sur le pont d'un navire, écrivait Elsa Triolet en 44. Et depuis, 30 millions de passagers dans le monde embarquent tous les ans pour vérifier cet adage. Oui, en France, et même surtout ces 10 dernières années, que le nombre de croisiéristes a doublé, signe que le phénomène de mode tendrait à devenir une lame de fond. C'est très drôle. C'est que toutes les navigations sont possibles. Voyages d'exploration, intimistes, de luxe, d'élégance, de glamour, gastronomique aussi, sportif, ou rien ferriste, réservé aux femmes ou en solo. La croisière est devenue un phénomène de société qui se décline sur toutes les mers et même les fleuves du monde. Le voyage dont nous parlons ce soir se déroule à bord de géants des mers et c'est pour mieux les connaître que nous mettons les voiles et le cap sur la Méditerranée tout de suite dans la France à découvrir. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous allons découvrir la Méditerranée, bien sûr, avec cette merveilleuse chanson d'introduction que vous connaissez tous, bien sûr, qui est signée Henri Salvador. J'aimerais t'en voir Syracuse. Ah oui, quand même. Patrick Pourbet, vous êtes directeur général de MSC Croisière France. Nathalie Das-Neves, directrice commerciale dans le vin et primo-accédante, si on peut le dire comme ça. Vous avez fait votre première croisière il y a peu et vous allez nous raconter cette expérience. Et nous accueillerons aussi tout à l'heure Guillaume Cromer, membre du bureau de l'association Acteurs du tourisme durable, qui a des choses à dire et pas toujours agréables sur le monde de la croisière. Mais Patrick, vous serez là pour y répondre. Patrick, alors on va présenter un petit peu votre... D'abord, on va aller en Méditerranée, donc on passe par Syracuse. Hein. Oui, bien sûr. Sur quel navire? Escales. Alors on a le MSC Splendida qui fait un itinéraire dédié à l'Italie. Et donc, évidemment, Syracuse était un peu incontournable en Sicile. Alors, MSC Croisière, la flotte, c'est 21 bateaux à la fin de l'année, 3e groupe mondial et bientôt 2e compagnie mondiale. Exactement, c'est une compagnie européenne jeune, moins de 20 ans, enfin maintenant on va dire 20 ans à la fin de l'année, mais qui a grandi extrêmement vite, qui a finalement surfé sur une révolution de la croisière américaine en la réinterprétant, je dirais, à la sauce européenne. Et c'est ce qui fait son succès aujourd'hui. Et comment vous avez damé le pion aux Américains qui trustaient le marché jusqu'à présent? Alors, sans doute avec une différenciation, je pense que l'art de vivre européen est la clé du succès. Ça a marché. L'art de vivre européen, il est multiple, varié. On adore la gastronomie italienne, la gastronomie française. C'est ce qui fait la richesse aujourd'hui de l'Europe. L'Europe, c'est la culture, c'est la gastronomie. De l'avoir sur des bateaux de croisière, c'est l'endroit idéal pour retrouver tout cela. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit en début d'émission, qu'on peut faire une croisière gastronomique, sportive, ne rien faire, dans le luxe, l'élégance, le glamour, réservé en femmes, en solo? Il y a plusieurs tendances maintenant aujourd'hui pour la croisière. Absolument. Déjà, les types de bateaux de croisière sont très différents les uns des autres. C'est une première évidence. Mais je dirais même, et ça, les Français ne le savent pas assez, c'est que sur la même croisière, le même bateau, le même programme, on peut vivre sa croisière de 100 façons différentes. C'est ça, oui. Ça, les gens l'ignorent un peu. Oui. Et est-ce que c'est au moment du choix que ça se fait, tout ça? De l'achat? Oui, et dans ces idées fausses que les Français se font de la croisière, c'est de penser que la croisière est un voyage totalement organisé et le nombre fait peur et donc on va devoir suivre une succession d'activités qui sont organisées sans liberté, j'ai envie de dire. Or, c'est tout l'inverse. Et c'est pour ça qu'on construit des grands bateaux. C'est pour permettre d'avoir la liberté du choix constant sur le bateau. 12 restaurants différents, 21 bars, une salle de spectacle avant, une autre à l'arrière, un piano-bar. On sort en ville le soir. Et donc, c'est ça qui fait tout l'attrait de la croisière moderne et du grand bateau. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même... alors pour l'avoir fait moi-même une fois, je me souviens qu'on est impressionné par le gigantisme de la bête, hein, du bateau. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, on a toute liberté d'explorer et on marche énormément et on fait absolument ce qu'on veut. On n'a pas de contraintes. Mais ça fait quand même... Il y a quoi? Il y a 19 étages, 18-19 étages. Oui, c'est ça. Même 20 étages sur les plus récents. 67 mètres, et on peut dire que, alors, j'ai fait le calcul, il y a 6334 passagers, 1704 membres d'équipage sur le Grandiosa, qui avait été lancé en 2019. Donc ça fait près de 8000 personnes, ça fait à peu près la taille de la ville de Honfleur, qu'on remettrait tous dans le paquebot, et amusez-vous. Voilà, mais une petite ville quand même, Honfleur. Donc oui, voilà, c'est ce que j'aime à dire. Moi, je dis plutôt un grand village, mais avec l'animation d'une ville. Et une petite ville de charme. Voilà. Nathalie Das-Neves, alors vous allez nous raconter d'abord la croisière. Est-ce que vous en aviez fait avant ou pas du tout, avant de vous lancer? Alors pas du tout. Moi, l'univers du bateau, l'univers du bateau, étranger. Je n'y pensais pas du tout, mais vraiment pas. Je suis partie en avion. Approchez-vous un petit peu du micro, Nathalie. En plein d'endroits, je suis partie dans plein d'endroits dans le monde, mais jamais en bateau. Je m'étais pas posé la question. Et pourquoi pas le bateau?
Le temps, je n'y pensais pas. L'occasion, j'avais pas un cercle d'amis autour de moi qui avait fait, ou très peu finalement, qui avait fait mais pas une croisière. a priori. Aucun a priori, mais par contre, j'avais pas un cercle d'amis qui consommaient ce type de vacances. Quelques-uns qui me donnaient à rêver en me disant tiens, on a fait ça, le soir on avait des tenues, on avait des choses à faire et autres, mais sans plus. D'accord. Et puis là, l'occasion s'est faite où je me suis dit pourquoi pas. J'ai rencontré Patrick qui m'a donné envie dans un univers complètement différent, d'essayer. Et j'ai commencé à regarder et j'ai été très bien accueillie, notamment par les hôtesses d'accueil qui vous donnent l'idée de comment choisir votre croisière. Alors parce que ça, c'est important. Tout d'abord, comment vous avez choisi votre voyage? Sur quels critères? Alors, quels critères? Moi, je voulais pas partir très loin. Je voulais partir une 8aine de jours. J'habite Aix-en-Provence. Donc, je m'étais dit, je vais partir de Marseille. Donc, j'ai commencé à regarder de Marseille où on pouvait aller. L'Italie, je ne connaissais pas du tout, donc je me suis dit d'autant plus. Le fait de pallier un peu sur le bateau et un petit peu en dehors du bateau, je me suis dit c'est génial. Ça vous plaisait, ça? Moi, ça me plaisait parce que j'avais pas forcément envie de rester 7 jours sur le bateau. Alors non pas que c'est pas bien de rester 7 jours sur le bateau, puisque comme disait si bien Patrick, vous avez tellement d'activités que vous faites un petit peu votre croisière à la carte. C'est ça. Et puis au départ, comme moi c'est la première, j'ai voulu tout goûter. Donc, et vous avez tout goûté? J'ai pris toutes les cartes et j'ai tout goûté, même la gastronomie. Voilà, vous êtes partie accompagnée? Voilà, je suis partie accompagnée avec ma fille de 22 ans, donc aussi partir avec des âges différents. Moi, j'en ai 50 bientôt et ma fille a 22 ans. Et elle non plus, pas d'a priori au départ? Pas d'a priori. En fait, de partir avec sa maman, déjà, c'était génial. Oui. Et puis, d'autant plus de découvrir, c'est une grande sportive. Donc, on s'était dit, on va pallier nos activités à chacune de ce qu'on aime toutes les deux et faire découvrir à l'autre ce que l'autre aime. D'accord. Finalement, on a tout fait ensemble. On a tout partagé, la salle de sport, la piscine, le repas, les cours de danse. Et quand vous êtes arrivé sur le quai, d'abord, dont vous avez pris votre voyage, pour 2 personnes, à peu près, ça coûte combien? C'est un budget de combien? Alors, c'est une moyenne. Tout dépend de ce que vous choisissez, en fait. Oui, après, il y a des... Je dirais que c'est un bon rapport qualité-prix parce que dès le départ, même si vous prenez entre guillemets, le premier prix, si je puis dire, alors premier prix, ça veut rien dire et tout dire, c'est que vous avez énormément de choses qui sont comprises dans votre croisière. Donc, il a combien de premier prix? Je pense que c'est autour de 700 € approximativement. 700-800 €, voilà. Pour 7 jours. Mais vous avez les mêmes frais. Saison, hein, c'était... Comment? En haute saison. En haute saison. Moi, je suis partie au mois d'août, première semaine d'août, donc le pire. Voilà, on est bien d'accord. Donc, premier prix, 800 € pour 7 jours. Pour 7 jours. Pas mal. Après, ce qui va différencier, c'est le choix de votre cabine et des prestations que vous souhaitez avoir. Si vous voulez un peu plus de tranquillité, si vous voulez manger dans des restaurants différents. Tout ça, c'est à la carte? C'est à la carte. Alors, moi, je fais du vin, donc automatiquement, j'ai pris boisson toute comprise, fatalement. Et puis, je trouvais que la personne qui m'a conseillé m'a dit, est-ce que vous aimez ci, est-ce que vous aimez ça? Et puis, au fur et à mesure, comme c'était la première, fatalement, au téléphone, quelqu'un vous guide un petit peu. Me guide en disant, voilà, nous, on vous propose cela, qu'est-ce que vous aimeriez? Et puis, au fur et à mesure que vous avez l'entonnoir de vos questions, enfin des questions qui vous sont posées, vous découvrez quelque chose qui vous corresponde. On affine le choix, Patrick. On est presque sur du sur-mesure. Et c'est très important de le faire ainsi parce que, en effet, comme je le disais, la croisière peut se vivre de façon très différente suivant les générations déjà, et c'est intergénérationnel. Hein, donc la croisière s'adapte à toutes les générations. Finalement, on en fait ce qu'on veut de sa croisière. Finalement. Oui. Et après, Nathalie, donc première impression quand vous arrivez sur le quai, vous voyez ce grand navire et vous dites quoi? C'est impressionnant. Nous sommes en bas, on se trouve tout petit, ridicule, comme quand on est dans un avion qu'on regarde en bas. Vous regrettez pas là? Oh là là, non, pas du tout. Je me dis, mais où je vais être? Parce que c'est tellement grand que vous vous dites, de quel côté je vais être, ainsi de suite. Et on est des enfants. Il y a une curiosité quand même. On est dans des enfants qui se disent, parce qu'on n'imagine pas. En fait, moi, je n'imaginais pas la grandeur d'un bateau et, comme disait Patrick, le fait qu'on ne soit pas les uns sur les autres, parce que c'est tellement grand. Approchez-vous du micro. C'est tellement grand que premier jet, on regarde aussi. Quand même, c'est énorme. Moi, je me souviens, la première réflexion que je me suis fait, je me dis, quel terrain de jeu! C'est impressionnant. C'est un terrain de jeu, en fait. Il doit y avoir des tas de trucs, des étages, des machins, il faut explorer. Le terrain de jeu... Il faut 7 jours pour l'explorer. Minima. Il faut recommencer. Il faut redécouvrir à nouveau, à mon avis, parce qu'en 7 jours, vous faites beaucoup de choses. Mais si vous voulez vraiment... Tout bien regarder dans le détail, il faut repartir, redécouvrir. Je pense que c'est ça. Alors restez avec nous, chers amis de Sud Radio. Dans un instant, nous allons continuer à parler du monde de la croisière et des voyages sur ces géants des mers avec Patrick Pourbex, directeur général de MSC Croisière France, et Nathalie Dasneves, directrice commerciale dans le vin, mais qui a aussi beaucoup aimé la croisière et qui est partie avec sa fille 7 jours et qui nous donnera ses impressions tout à l'heure. Et elle nous expliquera pourquoi et comment elle a fait. Combien de pas? 20 000 pas par jour. 20 000 pas par jour. Bravo. Vous ne les faites pas, Patrick, vous? J'en ai pas fait autant, je pense. Non. À tout de suite. MSC Croisière, la compagnie qui vous invite à découvrir le monde en grand, vous présente
Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et avec Patrick Pourbet, directeur général de MSC Croisière France, Nathalie Das-Neves, directrice commerciale dans le vin, et qui a commencé, qui a fait sa première croisière. Il a peu, c'était quand, Nathalie ? Pardon, c'était quand ? C'était quand ? Alors, je suis partie la première semaine d'août 2022. Donc c'est encore tout frais. C'est encore tout frais, ouais. D'accord. Quel souvenir vous gardez merveilleux de cet endroit ? Tout. En fait, tout est merveilleux. Tout était merveilleux parce que j'ai découvert, mais j'étais agréablement surprise. J'imaginais pas qu'on puisse. Approchez-vous du micro. Je n'imaginais pas qu'on puisse faire autant de choses. Et la qualité des services et des produits proposés. Et la bienveillance des gens qui vous accueillent sur le bateau. C'est important parce que quand on part en vacances et qu'on ne connaît pas l'endroit, il est important que les gens puissent vous accueillir, vous guider. D'autant plus quand c'est la première, vous êtes un petit peu, vous regardez tout ce grand bateau, toutes les choses proposées. Vous avez tous les matins, enfin tous les soirs est déposé dans votre chambre un programme de la journée du lendemain avec des choses proposées. À vous ou pas d'y adhérer ou pas. Mais en fait, on vous guide. J'ai trouvé alors... La petite partie très drôle, et là je vais vous faire bien rire. Ah, tant mieux. Alors, les gens rigolent. Il y a quelque chose de très drôle qui nous est arrivé avec Emma, c'est qu'il y a le fameux test du gilet de sauvetage. Donc nous on s'est retrouvés, on entendait... Au début là, oui, l'exercice de sauvetage obligatoire. De sauvetage. Ah, oui. Alors, au début de la croisière. Avant d'appareiller, non ? Avant d'appareiller, on effectuait l'exercice, oui. Donc il y avait le gros bruit, alors nous étions dans la suite et puis on n'avait pas capté que c'était vraiment pour nous. Et à un moment donné, on sort, on se dit mais c'est quoi ce bruit ? Les gens étaient en panique, ils disaient mais dépêchez-vous, mettez le gilet de sauvetage. Alors nous on s'est dit non mais c'est pas possible. On cherchait les gilets de sauvetage partout avec ma fille, on commence à les mettre, on sait pas comment. Moi je me retrouve comme ça, on part dans le fameux étage où on est censé se retrouver et je vois les gens qui nous regardent en disant mais qu'est-ce qu'elles font avec leur gilet de sauvetage, les filles ? Ah, vous les avez mis ? On les a mis. Alors qu'il fallait pas les mettre. C'est ça, c'était très drôle et du coup voilà, donc on a commencé comme ça et c'était sympathique. On a fait notre baptême. Vous étiez tout de suite dans le bain. On était dans le bain, c'est qu'à le dire. Donc c'est la petite bêtise qu'Emma et moi nous avons faite à l'entrée de... C'est pas une grosse bêtise. D'abord, ça montre toute l'importance d'effectuer cet exercice, juste pour avoir les gestes qui vont bien, adéquats au moment opportun. Et c'est récemment en fait qu'on ne revêt pas le gilet. Dans le temps, en fait, les exercices, tout le monde mettait le gilet. Ah oui, d'accord. Voilà. Patrick Pourbet, on parlait du nombre de croisiéristes en France qui a doublé en 10 ans, et on disait qu'à juste titre que la croisière avait le vent en poupe, et surtout en Méditerranée. Et comment vous expliquez ce goût pour la Méditerranée ? La proximité. Parce que ça permet de faire des petits voyages, de faire des ronds dans l'eau, en fait, et puis de revenir très vite. Oui, mais les ronds sont déjà très agréables. La Méditerranée est très riche. Et donc, ça, c'est évidemment une force de notre mer très proche, finalement, c'est de pouvoir visiter en partant de Marseille, l'Italie, la Sardaigne, la Corse, la Sicile. D'aller jusqu'à Malte, même maintenant on a repris les escales à Tunis, c'est toujours dans le même bassin, j'ai envie de dire, et puis on remonte sur les Canaries, pas les Canaries, les Baléares, pardon, et puis la côte évidemment espagnole avec Valence, Tarragone, Marseille, Marseille pour finir bien évidemment, mais Barcelone sur la route. Donc il y a beaucoup de choses à faire en Méditerranée occidentale. C'est la mer la plus fréquentée pour les Français, parce que c'est départ de Marseille, donc c'est très facile à rejoindre. Et donc, c'est logique. Et c'est vrai qu'avec, il faut quand même le réaliser, c'est qu'avec cette crise Covid, il y a eu ce réflexe, en fait, sur la France. Tout le monde en a parlé. En 2021, encore plus qu'en 2022, c'était les consignes de voyage. Vous partez en France en vacances. Les Français l'ont suivi, ce conseil. En 22, c'était un peu la même chose. Et fort de ce précepte, je veux dire, les départs de Marseille ont été renforcés. Donc, on a eu plus de passagers français partant de Marseille cet été. Oui. Et à votre avis, pourquoi les Français sont encore les mauvais élèves et encore des a priori sur les croisières ? Qu'est-ce qui fait que ça coince toujours ? Moi, par exemple, quand j'ai fait cette croisière sur le bateau dont on parlait l'autre fois, j'ai entendu des gens qui me disaient « j'avais peur d'avoir le roulis ». Moi, ça ne m'a même pas effleuré l'esprit sur un immense paquebot comme ça. Ça fait partie des petites choses comme ça qu'on a encore dans le coin du cerveau. Dans les a priori, en effet, il y a cette idée du roulis du mal de mer, mais qui a quasiment disparu aujourd'hui. Et honnêtement, sur ces grands bateaux, on n'y pense pas un seul instant. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. En cas de vraiment grosse mer, ça pourrait bouger un peu. Quand le bateau se gare, accoste à quai ou redémarre, il y a un petit moment les machines repartent. Non, c'est pas ce moment-là. C'est plutôt en pleine mer, s'il y a vraiment une mer forte, démontée. Mais aujourd'hui, tous nos bateaux, en tout cas, on a une flotte moderne, donc tous nos bateaux sont équipés de stabilisateurs. Vous savez que ça annihile, en fait, 80% des effets de la houle, ces effets un peu insidieux qui donnent le mal de mer. Donc ces technologies fonctionnent très bien. Et puis le bateau, maintenant, a une taille telle il a une stabilité. Ils sont construits pour la stabilité. C'est très différent de la construction d'un ferry, par exemple, qui est très différente en type de construction.
Nathalie Lasneves, qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié comme activité à laquelle vous êtes livrée avec votre fille, ou sans votre fille d'ailleurs, mais est-ce que vous avez trouvé du temps pour vous? Moi, j'ai trouvé du temps pour moi. Alors, ce qui m'a... C'est un peu ça quand on vient en croisière. On se retrouve confronté à soi. Et finalement, on a plein de choses à faire. Et on peut très bien s'occuper, lire, faire des trucs très paisibles. Oui, on peut se reposer sur un bain de soleil, lire un livre, écouter une musique ou pas. On peut... aller au spa. Aller au spa. Ça, vous êtes allé au spa, vous? Nous sommes allés au spa. Moi, j'ai tout fait. Donc, je suis allée au spa. J'ai pris les cours de danse. Je suis allée en boîte de nuit. J'ai été à l'Institut de beauté. Parce que je n'ai pas forcément le temps dans l'année, vu mes obligations professionnelles, de prendre du temps à moi, et j'ai pas le temps, donc je suis toujours dans le speed. Donc quand on est dans le speed, on décompresse pas. Et là, alors non seulement il y a un institut de beauté qui est là pour vous coiffer, vous maquiller, ainsi de suite, mais vous avez une vue splendide que vous n'avez pas dans les instituts. Ah bah oui, c'est sûr. On est d'accord. Vue sur la mer. Moi, je me suis vue en train de faire mes ongles, et j'avais juste une vitre qui me séparait de la mer. Et là, j'ai ma fille qui a fait une vidéo, elle fait waouh. Ah ben ça, la vue, c'est le côté. Ça, on peut pas enlever ça à la croisière. La vue, c'est le côté féerique et magique et merveilleux de cet endroit. C'est qu'on a toujours cet horizon bleu. On a même eu les dauphins. Ah oui. Alors Emma a filmé les dauphins et on s'est dit c'est pas possible, c'est extraordinaire, et plein de choses improbables, et finalement tout réuni pour qu'on puisse s'amuser. Alors moi, effectivement, j'ai eu des moments où j'ai fait farniente. On a fait une journée farniente pour profiter du bateau. Lorsque les gens étaient partis en excursion, nous en avons fait beaucoup, pardon. Mais par contre, le dernier jour, on s'est dit, on se pose sur le bateau, on profite vraiment du bateau. Et là, on fait la bronzette, on lit un livre, on écoute de la musique, on boit des cocktails, et on reste tranquillou sur le bateau. Et là, ça a été aussi appréciable, parce que vous aviez un temps splendide. Moi, j'ai jamais été aussi bronzée que cette semaine-là. Non, mais c'est, je veux dire, voilà, vous rentrez de vacances, vous êtes parti 3 semaines. Non, je suis partie 8 jours. Pourquoi sur un bateau? Ouais, sur un bateau, en fait, avec l'air de la mer, vous avez ce côté bien. Alors, même si on fait beaucoup d'heures et qu'on dort pas beaucoup, parce qu'on a décidé de pas dormir beaucoup sur le bateau, c'était notre choix. On était reposés. Vous voyez, c'est un repos différemment, parce qu'on a voulu. Alors, les cours de danse, ces spectacles. Moi, j'ai un théâtre dans le bateau, le truc improbable. Un théâtre, c'est pas possible tous les soirs. Avec des troupes de théâtre qui jouent. Avec des troupes et un spectacle différent chaque soir. C'est-à-dire que si vous avez parce que la plupart se dire, attends, il y a un spectacle, mais c'est le même de la veille. Non, chaque soir, vous avez un thème différent, un spectacle différent avec des vrais chanteurs. Ma fille est chanteuse, pas Emma, mais une autre. Donc la qualité des prestations, parce que quand vous partez en vacances, même en dehors d'un bateau, rapport qualité-prix, vous n'avez pas le spectacle, vous n'avez pas le restaurant. Moi, je suis assez soucieuse de la gastronomie. Je suis assez soucieuse de la gastronomie, je fais du vin, donc automatiquement, j'ai testé les vins, j'ai testé tout ce qu'il y avait à manger. Donc vous avez une qualité des services et des produits proposés que vous n'auriez pas dans un autre type de vacances. Et tout est compris. Voilà, tout est compris. C'est aussi ce maître mot. Vous avez l'embarras du choix de ce que vous avez envie de faire, mais un rapport qualité-prix qui n'est pas, qui n'est pas compétitif pour les mêmes prestations. C'est quoi la durée de vie moyenne du séjour pour aller apprécier un vin? Alors la croisière type, c'est vraiment 7 jours. 7 jours. Comme le dit Nathalie, c'est vrai que elle l'a bien remarqué, c'est qu'en 7 jours, on a une décompression qui est l'équivalent de vacances plus longues ailleurs. D'accord. Et il y a sans doute, en effet, le fait qu'on soit servi complètement à bord, mais aussi le fait du mouvement du bateau. Ça, c'est psychologique, c'est le fait que c'est le bateau qui nous conduit. Ça décharge la responsabilité. C'est un peu inconscient, mais c'est un effet reposant extrêmement fort. D'accord. Et c'est vrai que les prestations à bord sont proches de l'hôtellerie de luxe. C'est ça. Alors déjà, le bateau en lui-même, alors le Splendida a un côté un petit peu féerique, années 20 dans la déco, le marbre, les escaliers bling-bling avec Swarovski, le piano à queue en plein milieu, le piano-bar, vous buvez votre cocktail, tout le monde est réuni. Le côté soir à thème, ce soir c'est fleurs, ce soir c'est blanche. Combien de bars, Patrick, en général? 13. Alors sur les derniers bateaux, 12 restaurants, mais 21 bars. 21 bars, donc on a le choix. Qu'est-ce qu'on a bu? Ça, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. La liberté du choix. Oui, c'est ça. Et justement, est-ce que cette liberté de choix ne tue pas trop le choix? Parce qu'on ne sait plus trop quoi faire. On a toujours des choses particulières, enfin des trucs incroyables à découvrir à bord. Alors c'est un peu vrai, et en même temps, il faut s'habituer à la croisière. Donc c'est vrai que sa première croisière, mais Nathalie l'a bien géré quand même quand j'entends, parce que bien souvent j'entends ah oui, j'ai vraiment mangé tout le temps, etc. C'est un peu le défaut, la première croisière, comme tout est à disposition, on mange beaucoup. C'est ça. Personnellement, moi j'ai déjà fait les croisières où j'ai maigri sur la semaine. Pourquoi? Parce que tout est à disposition, donc c'est très facile de choisir les bons produits, etc.
Donc il y a vraiment une notion de choix et d'orienter sa vie à bord. Et donc, en effet, on doit la piloter. On ne peut pas... et le mieux, je dirais, idéalement, si je pouvais donner un conseil, c'est de préparer sa croisière. Oui. C'est-à-dire, avant de partir, regardez faire des choix. Ne partez pas les mains dans les poches. Réfléchissez déjà à ce que vous voulez faire à terre. On propose un large choix d'excursions, mais elles ne sont pas obligatoires. Donc, on n'est pas obligé de prendre l'excursion organisée, même si on en a beaucoup maintenant, hein, comme on essaie justement de diversifier pour éviter les effets de masse. Donc, on a un grand nombre d'excursions qui permettent de visiter beaucoup de choses en plus petits comités. Et ça, c'est vraiment la tendance aujourd'hui. La tendance, c'est ça, c'est les petits comités. Oui, bien sûr, parce que c'est aussi des problématiques. Il faut évidemment éviter les effets de masse. On sait très bien, aujourd'hui, le tourisme de masse, c'est un risque. Mais ce n'est pas du tout inéluctable. On a des solutions pour cela. Il suffit de... voilà, quand on est à Marseille, ce n'est pas tout le monde sur le Vieux-Port. Certains vont au Vieux-Port, d'autres vont en Camargue, les autres vont remonter jusqu'à Aix-en-Provence. Et voilà, et je n'en cite que quelques-uns, mais à Marseille, on a même une excursion où on part en 4x4 dans la nature. Donc, on a une multitude de choix. Et ce qui est plutôt nouveau ces dernières années, c'est qu'on a des excursions sportives. Alors sur les bateaux, pas sur tous, mais sur certains de nos bateaux, ils sont même équipés d'une flotte de vélos avec un moniteur vélo. Et donc on descend du bateau, on prend son vélo et on fait une promenade guidée en vélo. Est-ce qu'on a le droit de faire du vélo à bord ? Non. Enfin si, mais du vélo à la salle de fitness qui ne bouge pas. D'accord. S'il y avait une toute petite critique ou une grosse critique à faire, Nathalie, ce serait laquelle ? Ou un truc qui vous a... Oh, ça, c'est peut-être améliorable. Alors, j'avais pas de critique, plutôt, j'en avais parlé à Patrick, alors, on est sur une croisière Méditerranée, fatalement, la plupart des gens, une partie des passagers sont français et parlent pas forcément la langue, soit l'italien ou l'anglais. Ça, c'est propre à notre culture à nous. Oui, nous les Français, on aime bien baigner dans une langue française. Donc, parfois, si vous avez du personnel qui ne parle pas suffisamment français, ça peut être gênant pour l'ensemble des gens qui sont là, mais bon, c'était pas gênant parce que vous avez toujours une explication, vous avez toujours quelqu'un qui vienne quand même vous guider malgré tout et trouver des solutions. Alors, ce sont des questions basiques. J'ai perdu ma serviette. Enfin, voilà, des choses de tous les jours, mais les gens sont quand même très, très accueillants. Je pense que c'est des difficultés qu'on a tous pour trouver du personnel dans tel ou tel domaine. Et je sais que les choses changent, mais pour une croisière type Méditerranée, c'est quelque chose d'important. Voilà. C'est une bonne critique et je la prends très positivement parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui c'est peut-être parfois un frein pour des passagers qui ne parlent vraiment que le français. Et on a cherché justement, et c'est nouveau, alors on a mis ça en place justement sur le Splendida cet été, mais on se rend bien compte que c'est un long parcours, ça se construira au fur et à mesure. Nous ne sommes pas une compagnie 100% française, hein, on est vraiment très européen, donc on a des passagers qui viennent de partout en Europe, et même du monde entier, mais principalement d'Europe, on va dire. Et en fait, ce qu'on a décidé de faire cet été, et c'était une première, puisque c'est le début d'une aventure, j'ai envie de dire, c'est que sur le Splendida, on a appliqué un concept qu'on a appelé la French Touch. On va en parler juste après, dans un instant. Très bien. Et on dit toujours I forgot my towel quand on ne sait pas comment dire en anglais. Hein, j'ai perdu ma serviette. J'ai perdu ma serviette. Bien, bravo. Merci Nathalie. On se retrouve tout à l'heure pour continuer sur l'émission avec MSC Croisières sur l'univers des croisières. Et nous accueillerons également Guillaume Cromer, qui est membre du bureau de l'association Acteurs du tourisme durable, qui va nous parler, lui, de l'environnement. À tout de suite. MSC Croisières, la compagnie qui vous invite à découvrir le monde en grand, vous présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et l'univers des croisières et la découverte de ces géants des mers, parce qu'il faut les appeler comme ça, c'est vrai. Nathalie Das-Neves qui est avec nous, qui en parle très bien. Vous avez été plutôt conquise. Pas d'a priori sur la croisière, mais vous l'avez fait avec votre fille et ça vous a plu. Vous le recommanderiez ? Tout à fait, je l'ai recommandé. Vous l'avez déjà recommandé à des amis ? À des amis, à la famille. Et en disant quoi ? Alors, déjà en voyant mes photos, mais t'es où? Tu fais quoi là? J'avais que des photos splendides du bateau et en dehors du bateau, donc fatalement les gens m'ont demandé où j'étais partie parce que je n'ai pas dit à tout le monde où je partais. Et ma soeur a entendu, elle me dit mais ah oui, en plus je peux emmener les enfants parce qu'elle a les enfants bas âge. Alors je dis bien sûr, tout est adapté pour les enfants. Il y a même il y avait un terrain de foot. Un petit terrain de foot de mémoire, d'être passé sur le bateau. Alors, moi, je fais pas de foot, j'ai pas d'enfants qui font du foot, mais j'ai des neveux qui font du foot. Donc, fatalement, ils peuvent faire du foot. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire. Oui, je l'ai recommandé à plein de monde. Et j'ai trouvé un petit chiffre. Chaque jour, il y a près de 351 millions de publications portant le hashtag Travelboat dans le monde. Incroyable. C'est que ça fonctionne. Énorme, hein. Tout à fait. C'est vraiment que c'est un lieu, de toute façon, la photo est toujours jolie.
La photo est toujours jolie. Nous, on a fait des photos. Alors, en plus, l'époque à laquelle je suis partie, il faisait très très beau, très très chaud. Vous avez des ciels bleus magnifiques, de la verdure, les bateaux sont splendides, donc vous avez des décorations splendides qui fassent que la photo ne peut être que jolie. Est-ce que vous êtes posé des questions sur l'environnement et sur l'impact de l'environnement de ces paquebots? Alors, je m'étais rassurée parce que j'ai eu la chance de participer à une conférence qui était dédiée à l'environnement des bateaux. Donc, j'y ai participé, donc j'ai été rassurée sur l'évolution, la progression de tout mettre en œuvre pour que les bateaux soient le moins polluants possible. Donc j'ai eu la chance d'y assister, donc du coup ça m'a rassurée aussi. On va en parler. Juste un petit mot pour terminer sur la French Touch. Donc c'était vraiment l'occasion de rassurer les Français, de parler tous français à bord. Alors absolument, oui. Sur le concept de la French Touch, c'était de veiller à avoir une attention toute particulière, à avoir plus de personnel parlant français, mais pas que. On a à bord quand même déjà pas mal de touches françaises qui étaient déjà placées sur nos bateaux. Je prends l'exemple, on a le petit croissant du matin, le petit pain au chocolat, il vient de Rennes, de nos amis de Bridor. Donc, pour les citer, un beau partenariat. On a des très beaux partenariats en maison de vin, aussi très Gérard bon Bertrand, par exemple. Très bon chardot. Maison connue. Et puis, on a d'ailleurs un chocolatier qui est meilleur ouvrier de France et qui opère sur toute une série de nos bateaux, tous ceux construits à Saint-Nazaire, la dernière série, et qui a une chocolaterie à bord. D'accord. On accueille Guillaume Cromer, qui est membre du bureau de l'association Acteurs du tourisme durable. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Alors vous, Bonjour, Guillaume, vous n'avez pas goûté les croissants à bord ni le vin à bord parce que vous n'êtes jamais allé en croisière, vous, Guillaume? Non, je n'ai jamais fait. C'est quelque chose qui ne vous tente pas du tout? Non, c'est pas forcément la forme de voyage en fait qui m'intéresse spécialement. D'accord. Pas d'a priori, hein. Mais non, je sais. C'est forcément ce que je pratique dans mon quotidien. Alors vous êtes membre du bureau de l'association Acteurs du tourisme durable et vous avez évidemment un œil un peu plus affûté sur le monde de la croisière, parfois même circonspect, et vous êtes souvent dans le doute en demandant aux professionnels de croisière s'ils travaillent vraiment pour un mieux faire et un mieux allant dans l'environnement. C'est bien ça? Oui, en fait, on se pose forcément des questions parce qu'on est à l'heure d'un terme qu'on entend beaucoup ces derniers temps, c'est la question de la sobriété. Et on parle des géants des mers, donc forcément, on peut mettre en opposition en fait ces deux termes-là. L'État français et l'Europe se sont engagés en fait à des stratégies bas carbone, en réduisant fortement en fait les émissions de gaz à effet de serre. Si on veut éviter d'avoir toujours plus d'impact du changement climatique, comme on l'a eu cet été, par exemple, en France, mais aussi dans plein d'endroits dans le monde. Donc vraiment, la question qu'on peut se poser, c'est ça, c'est quel est l'effort de l'entreprise MSC Croisières par rapport à cette urgence climatique qui est important et comment on peut imaginer en fait des géants des mers comme ça réduire fortement en fait les émissions de gaz à effet de serre. Alors Patrick Pourbet, directeur général de MSC Croisières France, la réponse, comment on fait? Écoute, oui, Guillaume, c'est une bonne question, bien évidemment. Et donc, c'est une question que tout le monde se pose et on se la pose aussi et depuis longtemps, puisque MSC, comme je disais, c'est une jeune compagnie. Donc, on a démarré il y a 20 ans. Donc, on a démarré dès le début de la compagnie, je dirais, avec ces enjeux-là. On construit la plupart de nos bateaux au chantier de Saint-Nazaire. D'ailleurs, c'est aussi une fierté française, puisqu'on est le premier client des chantiers. Et avec les ingénieurs des chantiers, depuis 20 ans, on travaille et on réfléchit, on est sur les tables pour trouver les meilleures solutions. On a un impact environnemental, c'est très clair, c'est évident. Indéniable, bien évidemment. Après, il faut peut-être essayer de comprendre un petit peu les proportions, juste pour ne pas pour avoir une situation très claire de la situation actuelle, en fait. Et quand on regarde aujourd'hui, c'est vrai que les bateaux sont grands, mais ils accueillent de nombreux passagers, ce qui veut dire que finalement, les émissions carbone par passager sont bien moindres, évidemment, sur un grand bateau, comme les derniers bateaux que nous construisons, que sur une plus petite unité. Je pense par exemple au dernier navire qui va sortir d'ici quelques semaines, en mi-octobre. On a le MSC World Europa qui va sortir de Saint-Nazaire. C'est déjà un bateau innovant, puisqu'avec les chantiers de Saint-Nazaire, ce sera le premier bateau qui sera construit, qui va fonctionner au gaz naturel liquéfié, qui est une étape. Ce n'est pas encore la solution ultime, on le sait très bien. Mais c'est déjà une étape importante, ça résout déjà certains problèmes, parce qu'à Marseille, on a beaucoup parlé des particules qui se déposaient sur les balcons et tout ça. Avec le gaz, vous avez beaucoup d'opposition à Marseille. Voilà, alors... Et en Corse.
Oui, et avec ces bateaux-là, au gaz naturel, on n'a plus le problème de dépôt, parce que les particules fines, il n'y en a quasiment pas du tout dans le gaz, bien évidemment. Sur les oxydes de soufre, oxydes d'azote, désolé d'être un peu technique, mais ce sont des sujets importants. Là aussi, je vais dire que ce soit au gaz, mais même avec les bateaux un peu plus anciens, même s'ils sont tous récents chez nous, on a des fils qui annihilent plus de 90% de ces deux matières, de ces oxydes d'azote et de soufre. Il reste le sujet principal, évidemment, du CO2. Le CO2, quand on parle du gaz naturel, là aussi, il y a une évolution. C'est loin d'être la panacée, mais déjà, le gaz naturel, comparativement au fuel, c'est moins 25% d'émissions CO2. Donc, c'est encore une étape supplémentaire. Donc, le grand bateau au gaz naturel, c'est 25% de CO2 en moins, et en plus, rationalisé sur un plus grand nombre de passagers. Donc, j'ai pu lire sur Internet qu'un voyage en croisière, en fait, sur la Méditerranée, par exemple, de 7 jours, c'est 2,5 tonnes par passager, en fait, d'émissions de CO2. Quand on connaît les chiffres et qu'on sait que ce que nous demande l'accord de Paris et les rapports du GIEC, c'est demain, il faudrait qu'on ne consomme pas plus de 2 tonnes par personne et par an pour 2040. Comment on ajuste ça? On a la même problématique sur l'aérien. Et nous, on pose aussi ces questions à des voyagistes sur l'aérien. Comment on arrive à projeter quelque chose, sachant que les technologies de rupture complète n'arriveront pas dans les 20 prochaines années? Il faut un business model innovant, audacieux. Guillaume a raison, mais la seule chose, c'est qu'évidemment, quand on parle de consommation et d'émissions CO2, là, ce sont des moyennes faites sur l'entièreté de la flotte actuelle. Ouais. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet, évidemment, de renouvellement de la flotte. Nous sommes une jeune compagnie, on a cette chance, j'ai envie de dire aujourd'hui, puisqu'on a construit déjà des bateaux plus efficients dès le départ. Même si, entre-temps, de bateau en bateau, chaque fois, il y a des progrès qui sont faits. Je prends un petit exemple ridicule, mais qui montre le type de progrès qu'on peut faire. C'est que, par exemple, les peintures que nous utilisons maintenant pour peindre la coque en blanc, les technologies de peinture font que l'eau glisse mieux maintenant sur la coque qu'auparavant. Et donc, on gagne. Et ça permet d'économiser, rien que ça, 10% de la consommation. Donc, il reste un enjeu. Pour répondre, parce que je ne peux pas parler, moi, pour la moyenne des bateaux, c'est pas toutes les compagnies. Mais si je prends par exemple le World Europa, et là je cite, c'est pas moi qui le dis, c'est le patron des chantiers de l'Atlantique qui nous disait en réceptionnant le bateau que l'équivalent d'émissions CO2 de 2 passagers sur le World Europa équivaut à l'équivalent de 2 personnes qui auraient loué un mobil-home et qui circuleraient en France pendant 7 jours. Donc voilà un petit peu le ratio, en tout cas pour le World Europa qui fonctionne au GNL, d'accord, qui est un modèle du genre, qui sera un modèle du genre quand il sort dans 15 jours à peu près, dans un petit mois. Il faut savoir aussi qu'on va plus loin aussi, parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement les progrès sont assez rapides finalement. Quelques éléments importants et probants. Sur le World Europa, par exemple, on a adjoint sur le navire une pile à combustible. Ce sera la première fois, c'est le chantier naval de Saint-Nazaire, c'est une fierté française. Rappelez-nous ce que c'est qu'une pile à combustible. Alors, une pile à combustible, je vais vous la faire simple, parce que je ne suis pas un grand chimiste non plus, mais on va alimenter cette pile à combustible avec du GNL, là, on peut le faire avec de l'hydrogène également, et ça va la convertir par un système d'électrolyse renversé à produire de l'électricité. Pour les cabines et tout ça? Pour le bateau, tout fonctionne à l'électrique, en fait, à bord. Donc, si finalement les moteurs produisent l'électricité qui font fonctionner tout ce qui fonctionne à bord du bateau. Et donc, c'est vrai que c'est une petite avancée. Alors, soyons très clairs, sur le World Europa, c'est ce qu'on appelle un démonstrateur. Ça ne fera qu'une petite partie. Un bateau, c'est 10 mégawatts de consommation électrique. Et ce premier pile à combustible va permettre de générer... Alors déjà, quand on a commencé les plans du navire, on espérait générer 50 kilowatts, ce qui était tout petit. Quand on l'a mis en application, finalement, le temps passant, on a trouvé des meilleurs producteurs, enfin des meilleures piles à combustible. On sera à 3 fois plus, 150 kilowatts. Ça représente encore très faible, très faible. C'est encore très léger par rapport à l'ensemble du navire. Mais ça montre l'évolution. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir dans la pile à combustible, surtout sur base de l'hydrogène. Quand on sait qu'aujourd'hui, en France, il y a des constructeurs, je pense à cette marque Opium, qui est déjà un véhicule à l'hydrogène qui est prêt à fonctionner, qui pourrait être commercialisé demain. La problématique aujourd'hui, c'est d'avoir les pompes à l'hydrogène. Donc c'est là que le bas blesse, en fait. Donc on voit que c'est toute une chaîne.
Et c'est pour ça que je dis toujours... Sur ces sujets, il faut bien prendre en considération... Guillaume, on va faire une petite pause. Guillaume, on fait juste une petite pause. On revient avec vous tout à l'heure. On reprend cette discussion fort intéressante entre vous et Patrick Pourbet, directeur général de MSC Croisières France. À tout de suite, chers amis de Sud Radio, si vous voulez en savoir plus sur l'univers des croisières. À tout de suite. MSC Croisières, la compagnie qui vous invite à découvrir le monde en grand, vous présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Quelques petits tours dans l'eau ce soir en Méditerranée avec Patrick Pourbet, directeur général de MSC Croisières France, et Guillaume Cromer, membre du bureau de l'association Acteurs du tourisme durable. Nathalie Desneves est toujours avec nous. Nathalie, bon, vous entendez tout ce qui se dit sur les croisières, vous êtes toujours convaincue, c'est bien ? Toujours convaincue, oui. D'accord, très bien. Je repars quand je regarde les dates. Et avec vous, Guillaume, vous aviez une question et un point que vous vouliez soulever. On parlait d'environnement et d'impact que ces géants des mers ont sur l'environnement. Il y en a un sur lequel vous voulez vraiment revenir. Non, mais on parlait des piles à combustible. Ah, les piles à combustible. Et de la question de l'électrique. Mais au final, aujourd'hui, on a cette problématique de conflit d'usage parce que tout le monde veut passer tout à l'électrique. Or, on le voit en plus en ce moment avec la crise énergétique, il va y avoir des conflits de savoir qu'est-ce qu'on va utiliser plutôt que d'autres par rapport aux centrales nucléaires qu'on a chez nous en France. Donc là, il y a une problématique aussi majeure qu'il faut intégrer dans l'enjeu climatique, c'est la question de l'énergie qu'on met en face. C'est pour ça qu'on appelle ça le climat, le couple climat-énergie. Et enfin, moi, il y avait juste une question. Je vois tous les efforts, et j'ai lu le rapport de développement durable de MSC Croisières qui a été publié en 2021. On voit qu'il y a des efforts qui sont faits avec des nouveaux bateaux, des nouvelles technologies. Néanmoins, est-ce que tout cet engagement-là ne va pas être annihilé par la hausse du trafic qui est prévue avec des nouveaux bateaux, encore plus de visiteurs, encore plus de géants des mers, parce qu'à un moment donné, on peut bien réduire par bateau, mais si globalement on augmente la flotte générale, eh ben, le poids carbone de l'entreprise MSC Croisières ne va pas être bon par rapport aux objectifs généraux dont on parle pour la société bas carbone de demain. Oui, c'est une bonne question. Ça pourrait être un risque. J'ai envie de dire, d'évoquer, parce que je ne peux pas dire ce que va être exactement le développement de la croisière, mais aujourd'hui, quand on fait un peu l'inventaire de la situation croisière dans le monde, parce que là aussi, il faut relativiser un petit peu les chiffres. On a parfois tendance, en voyant le grand bateau qui est très impressionnant, hein, je le conçois très bien, on a l'impression que ça prend une place énorme finalement. Or, la croisière est encore toute petite en fait dans le monde. C'est 30 millions de croisiéristes en effet dans le monde entier, mais par rapport au marché du tourisme, combien de bateaux ça fait qui se baladent Alors, aujourd'hui dans le monde, il y a à peu près, il y avait avant Covid à peu près 340 bateaux. 340 bateaux, mais ça. Avec le Covid... Plus ou moins gros. Plus ou moins, toute taille, bateau de croisière, donc loisirs. Et avec le Covid, on est tombé. Et avec le Covid, malheureusement, les compagnies ont terriblement souffert. Alors, il y a eu un effet positif aussi, c'est-à-dire que les plus anciens navires ont été déclassés. Et en fait, ça, c'est pas plus mal, parce que pour les... finalement, ça a eu un petit effet accélérateur qui sera favorable, finalement, à cette transition. Parce que c'est ça tout l'enjeu, c'est la transition. Et comme je dis toujours, nous, on est des transitionnistes hyperactifs. et bien sûr, il faut nous challenger parce que s'il y a d'autres solutions, d'autres possibilités pour améliorer les choses, on le fera. La compagnie a montré et notre armateur a investi beaucoup d'argent, finalement, pour cette transition. Et on continuera à le faire. Et puis sur la question, Guillaume le dit, vos efforts sont louables. Mais il a raison aussi sur la question de jusqu'où ça va aller. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on dit, il y a 46 bateaux qui ont disparu pendant la période Covid. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une flotte, il y en a peut-être quelques-uns qui vont revenir, dont les nôtres. Donc, on va revenir à une flotte à peu près de 300 bateaux. 300 bateaux, j'ai envie de dire, d'accord, ils sont grands, les plus grands. Mais aujourd'hui, il y a 70 000 bateaux à vocation commerciale qui naviguent. Donc, je vais dire, bien sûr que je ne veux pas diminuer notre part de responsabilité. Elle est importante. Il faut relativiser. Mais il faut relativiser. Je veux dire, il n'y a pas un péril absolu, comme de temps en temps on a tendance à l'entendre, qu'il faut tout de suite éradiquer la croisière. Ça, c'est totalement exagéré. C'est pas ce que dit Guillaume. C'est pas ce que Guillaume a dit. Mais c'est vrai que donc il faut faire attention. Et après, il y a d'autres enjeux, comme Guillaume l'a dit aussi. Il n'y a pas que l'enjeu environnemental. Il y a l'enjeu de la répartition de ces passagers, finalement, même en escale. Mais je citais, par exemple, tout à l'heure, le cas de l'escale de Marseille. Évidemment qu'il y a de nouveaux enjeux à considérer. Alors, je dis de nouveau, pourquoi ? Parce que ce n'est pas le cas partout. Mais c'est un peu le cas en France, il faut le reconnaître. C'est que les autorités locales ne prennent seulement maintenant qu'en considération les problématiques liées
et les problématiques possibles liées à la croisière. Je pense que c'est un réveil un peu tardif. Un peu tardif, mais on peut rattraper les choses, c'est pas très grave. Mais faut pas s'accuser, par contre, les uns les autres. mais par contre, c'est vrai que ce qui est bien, c'est de se mettre autour de la table. Il faut savoir que la croisière a toujours été très flexible. Je prends cet exemple de Venise, où on ne peut plus aller à Venise aujourd'hui. Oui. Ça n'a pas été une pression des compagnies de croisière sur Venise pour aller à Venise. Nous, on part à côté de Marghera, ça nous va tout aussi bien aujourd'hui. Simplement, il faut se mettre autour de la table avec les autorités et quand un bateau va accoster, par exemple, dans un nouveau port, c'est important qu'il y ait un dialogue à 360 degrés pour limiter le nombre de bateaux. Je prends un autre exemple. Dubrovnik avait aussi un grave problème parce qu'il y avait trop de bateaux de croisière et qu'il y avait trop de monde dans la petite ville de Dubrovnik qu'on ne pouvait pas étendre, bien évidemment. Eh bien, donc, il y a eu un moment une conférence qui s'est passée avec les autorités locales et l'ensemble des compagnies de croisière. Un accord a été trouvé, ça a été défini, c'est X bateaux de croisière par jour, terminé. Et on a résolu le problème. Et donc, demain, je pense qu'en effet, on n'en est pas encore à se dire que ça va déborder de toutes parts. Avec 300 bateaux dans le monde, je pense qu'on est loin d'être là. Il y a de la marge. Par contre, il faut tout de suite attaquer les problématiques de la croisière qui arrive dans un port, un nombre de bateaux limité par port, de nouvelles destinations qui doivent s'ouvrir justement pour l'étalement. Et nous aussi, nous prenons aussi notre part du travail parce que, comme je le disais, au lieu de proposer que quelques excursions qui iront toujours au même endroit, il faut être créatif. Et la créativité, il faut le dire aussi, ça c'est pas que la problématique des croisières. Il faut que localement, on ait aussi des acteurs locaux qui viennent avec des propositions innovantes. Nous, on est prêts à les prendre. Donc, qu'il faut comprendre surtout, c'est que les compagnies de croisière sont beaucoup plus flexibles qu'on ne l'imagine et très ouvertes au dialogue. Et ensemble, on va pouvoir créer la croisière et le développement du futur qui sera beaucoup plus harmonieux que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et plus respectueuse de l'environnement. Et surtout plus respectueuse de l'environnement qui est un objectif. Juste une chose pour revenir sur les chiffres environnementaux. Au sein de la CLIA qui regroupe toutes les compagnies de croisière, on s'est engagé d'ici 2050 à la neutralité carbone. Pas mal. Avec une étape, 2030, moins 40%. Il faut savoir qu'on a peut-être plus de facilité, il faut dire, que d'autres secteurs comme l'aérien. On peut freiner le bateau, il peut naviguer moins vite, il peut faire des circuits un peu moins longs, ce qui nous permet d'agir sur pas mal de paramètres. Nous, à l'objectif 2030, là je vais parler pour MSC, l'objectif 2030, moins 40%, on pense y arriver 2 ou 3 ans avant. Probablement 2027, je ne vais pas le promettre, mais 2027-2028. Donc déjà, moins 40%, l'année de référence étant 2008, pour être très exact. Ce sont des engagements un peu rassurants, ça, Guillaume, non ? Oui, c'est noté dans le rapport développement durable de MSC, qui est téléchargeable par tout le monde. Je ne fais pas la promo, mais c'est intéressant d'aller creuser, même pour un client. Oui, merci Guillaume. C'est vrai qu'il faut aller les lire, mais c'est parfois un peu fastidieux. C'est comme les rapports du GIEC, comme les rapports de l'IPBES sur la biodiversité. C'est intéressant, en fait, d'aller lire les rapports pour se questionner, pour s'informer, pour après aller poser aussi des questions aux employés si on a un doute. Et c'est l'important dans cette société actuelle, c'est important de s'informer correctement pour éviter les fake news et tout ça. Donc, j'ai vu en fait cet engagement-là. Et c'est vrai que nous, en tant qu'acteurs du tourisme durable qui fédère 250 professionnels privés publics en France dans le secteur, c'est important aussi d'être rassuré par les croisiéristes, d'avoir des données, des informations, des études, que ce soit sur la question environnementale, que ce soit sur les retombées économiques des croisiéristes quand il y a des escales, pour rassurer aussi les collectivités territoriales qui sont membres et qui se posent beaucoup de questions par rapport à l'impact positif, négatif et comment on se gère. Donc c'est vrai que ce qui a été présenté pour dire oui, bien entendu qu'il faut des services aussi sur les territoires pour pouvoir créer cette dépense aussi des visiteurs qui arrivent sur les escales pour pouvoir dépenser l'argent en circuit court, en local, et que ça soit bien fait, quoi. Donc ça, c'est un enjeu important parce que le développement durable, c'est pas que la question environnementale, c'est aussi le social, c'est aussi l'emploi, c'est aussi les circuits courts, les retombées économiques, etc., etc. Et vous êtes soumis aux normes RSE ? Bien sûr. Oui, donc vous faites aussi attention à l'environnement humain ? Ah bien sûr, pour nous c'est le sujet même, je dirais, principal. L'environnement est tellement important, mais bien sûr pour nous le social il est hyper important. D'autant plus qu'on est une entreprise de service. Donc je vais dire qu'il y a un côté win-win de toute façon. Si on traite et fait
très attention à notre personnel, on aura le vrai service avec le sourire. Oui, c'est ça. Si on ne le fait pas, on n'aura pas le vrai service. Donc ça, je ne veux pas dire que ça s'autorégule complètement, il faut faire attention, c'est plus sérieux que ça, j'ai envie de dire, mais quand même, il y a quand même une logique qui va dans ce sens-là. Guillaume Cromer, vous aviez encore une remarque à faire à Patrick Pourbet, directeur de MSC Croisière, au sujet justement peut-être de ce matériel humain. Ouais, c'est vrai que cette question, on lit beaucoup de choses en fait sur Internet. Il y a des études, je vois des études. Mais vous savez, Internet, des fois, c'est pas toujours la bonne source. C'est du journalisme derrière. Donc, c'est quand même des gens qui ont creusé et qui ont pu voir quand même certaines choses, comme quoi l'emploi, quand on est aussi dans des contrats peut-être extraterritoriales, et donc il y a des choses en fait qui sont pas très propres. Donc, si on pouvait avoir une réassurance de la part de MSC Croisière là-dessus pour montrer réellement que, bien entendu, cette question de l'emploi stable, d'éviter d'avoir des turnovers aussi, du fait que les gens, sur une croisière, est-ce qu'ils travaillent 7 jours sur 7 ou pas? C'est quoi la qualité aussi de l'emploi sur un bateau pendant une croisière? Ce serait intéressant d'avoir des éléments là-dessus. Eh bien, Patrick, vous avez 1 minute 30 pour répondre à cette question. Oui, avec grand plaisir. Alors, c'est vrai qu'il ne faut surtout pas comparer les modèles. On est un modèle de navigation qui est international. Notre personnel vient du monde entier. Il faut savoir, par exemple, qu'on a besoin énormément de personnel, puisqu'on construit des bateaux à une vitesse éclair chez MSC. Et donc, on a besoin énormément de trouver du personnel, ce qui est pour nous un de nos grands challenges. Et donc, pour pallier à ces difficultés, on a même créé des écoles. On a, par exemple, une école en Indonésie, où un jeune Indonésien peut aller se former en école hôtelière et avec en plus la garantie d'avoir le job derrière. D'accord. Alors bien sûr, on n'est pas dans nos modèles occidentaux, soyons très très clairs. On n'est pas sur des contrats de travail on n'est pas sur français. Les modèles sociaux français, européens. On est sur un modèle international, mais finalement qui est aussi libre dans tous les sens. C'est-à-dire que si ça ne va pas, on n'y revient plus. Et c'est ce qui se passait dans le temps. Dans le temps, je pense qu'il y a quelques décennies de cela, les gens qui venaient du monde entier, dans des pays souvent pauvres, venaient faire 6 mois de travail sur un bateau, 1 fois, 2 fois. Et puis, ils avaient fait leur petite cagnotte, parce qu'à bord aussi, on est logé, nourri, blanchi, comme dit la formule. Et donc, ils faisaient leur petite cagnotte et rentraient chez eux et avaient de quoi ouvrir un petit commerce. Et ils étaient partis dans la vie. C'était le modèle d'avant. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les gens reviennent chez nous. Et la meilleure preuve, ça a été finalement la période après Covid, parce que quand même, avec le Covid, ça a été très compliqué. Donc nous, d'abord, on s'est bien occupé de nos équipes, on les a rapatriés partout. Mais c'était dur pour eux, évidemment. D'accord. Et puis, quand on a relancé la machine, c'était la grande question. Est-ce qu'ils seraient toujours là au rendez-vous? Est-ce qu'ils auraient trouvé d'autres activités? Eh bien non. Ils sont tous revenus et finalement, vous avez vu cet été, par exemple 2022, alors que dans toute l'hôtellerie, la restauration française, on a énormément de mal à trouver du personnel, nos bateaux sont là. Nos équipages ont voulu revenir au plus vite. Merci Patrick Pourbet pour cette note optimiste pour finir cette émission. Merci Nathalie Desneves d'avoir participé à l'émission. Vous êtes convaincue toujours, Toujours convaincue, et vous repartez bientôt avec des amis. Et merci Guillaume Cromer, membre du bureau de l'association Acteurs du tourisme durable, pour toutes vos questions pertinentes sur le monde de la croisière. J'espère que Patrick a répondu à la plupart d'entre elles. Vous dites oui? Oui, très bien. Merci à tous. Bonne soirée sur La France à découvrir. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 17h. Salut, bye bye. Sud Radio, La France à découvrir, Christophe Gicquel. Avec MSC Croisière, la compagnie qui vous invite à découvrir le monde en grand.